Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 74. Aujourd'hui nous sommes vendredi, et le vendredi nous allons mettre l'accent sur les crypto tendances, les catégories tendances, et ce dans le but évidemment de préparer le prochain bull run qui aura lieu en théorie dans un an. Et donc il faut s'y préparer dès maintenant. Donc nous allons voir tout ça. Je vais également vous parler du prochain développement qui aura lieu sur les Kaiser News, qui a un rapport direct avec les tendances. Et nous allons également voir les cryptos à potentiel, les nouvelles cryptos qui performent. Quant à l'actualité crypto, c'est vrai que j'ai fait une vidéo complète ce mercredi, donc nous allons passer rapidement dessus. C'est parti! Allez, débutons avec l'analyse de la journée du 8 juin 2023 qui s'est terminée à la clôture, c'est-à-dire à 1 h du matin. Pour rappel, je ne m'intéresse qu'aux clôtures. Tout ce qu'il y a dans une journée, je considère que c'est du bruit. Et donc, nous allons regarder le marché crypto dans sa globalité. Il est de 1152 milliards de dollars en légère augmentation de 1,05%. Le Bitcoin, quant à lui, n'est toujours pas au niveau des 27 000 dollars, mais il a quand même augmenté de 1,13%, plus que d'ailleurs l'Ethereum qui lui a augmenté de 1,12% et les altcoins en général de 0,93%. Donc ce qu'on remarque, c'est que le Bitcoin a plus augmenté que les altcoins et l'Ethereum. Donc forcément, nous avons une dominance du Bitcoin qui s'est retrouvée légèrement en hausse. Donc on fait toujours avec le haut de notre canal baissier qui dure depuis le mai 2021 où on oscille dedans. Donc ça, c'est la dominance. Donc nous, ce qu'on attend, ce qu'on aimerait, c'est effectivement voir la dominance baisser, mais uniquement dans le cas où il y a des capitaux qui restent dans le Bitcoin, c'est-à-dire que le Bitcoin n'évolue pas à la baisse, par contre qu'il y ait des capitaux qui rentrent dans les altcoins, donc les altcoins qui évoluent à la hausse. Dans ces cas-là, effectivement, on aura une baisse de la dominance. C'est ça qu'on attend finalement pour annoncer le départ petit à petit de notre prochain bull run. Le Bitcoin lui-même ne suffira pas à faire démarrer un bull run, ou en tout cas un bull run d'ampleur comme on a pu avoir par le passé. Il faut que ce soit vraiment toutes les cryptos, altcoins et Bitcoin. Et comme pour le moment, l'essentiel des capitaux sont quand même sur le Bitcoin, forcément, la dominance ne baisse pas. Et là, du coup, on flirte avec la partie haute de ce canal. Donc attendons un petit peu, prenons le temps. De toute façon, ce qu'on a vu à travers les précédents Kaiser News et ce qu'on va revoir tout à l'heure avec le Rainbow BTC, c'est que nous allons consolider pendant encore pas mal de temps. Donc je ne pense pas qu'on aura de baisse comme celle qu'on a vue ici. Je pense que ça sera vraiment petit à petit. Donc nous verrons bien. Côté sentiment crypto maintenant, le fameux Fear and Greed. Alors c'est pas compliqué, nous sommes à 50, pile poil. Ni trop, ni pas assez. Alors nous pourrions être dans la peur, hein, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai expliqué en détail dans ma vidéo de mercredi, nous avons la SEC qui tire à boulet rouge sur toute l'industrie crypto aux États-Unis. Que ce soit sur Binance, sur Coinbase, sur Ripple, même sur d'autres tokens qu'elle considère comme des securities et donc comme illégales. Donc ça, effectivement, ça peut faire peur. Mais d'un autre côté, on a une industrie crypto qui est résiliente et qui s'organise pour répondre à la SEC. On a vu ça avec la vidéo de Coinbase, on a vu ça avec Binance qui lui aussi va faire valoir ses droits. Il y a des demandes auprès des tribunaux pour que la SEC régularise enfin sa position par rapport aux cryptos, pour qu'il y ait moins de flou juridique, car c'est sur le flou juridique que la SEC s'appuie pour justement déstabiliser et éradiquer l'industrie crypto. Et qui plus est, les projets crypto, pendant cette phase de latéralisation, sont en train de construire, de placer leurs pions pour le prochain bull run qui aura lieu dans à peu près un an et quelques mois. Et donc ça, les investisseurs le savent, et c'est la raison pour laquelle d'un côté on a la peur, de l'autre on a l'espoir, et donc on est pile au milieu, c'est-à-dire à 50. Ça, c'est pour l'index Fear and Greed. Et ensuite, par rapport à l'évolution, tout ceci a démarré à peu près il y a un peu plus d'un mois, donc un mois et demi, et bien, comme vous pouvez le voir, ça fait un mois et demi qu'on oscille entre les 50. Donc je continue avec le fameux Rainbow BTC. Alors qu'est-ce que c'est que ce graphique? Ce graphique, c'est une représentation des alternances des phases de bull run, c'est-à-dire lorsque le cours du Bitcoin monte, et les phases de ce qu'on appelle les bear market, c'est-à-dire lorsque le cours du Bitcoin descend et reste bas. Donc ici on a un bear market, hop, ça monte, on a le bull run. Ici on a un nouveau bear market, un bull run, un bear market, un bull run, et là nous sommes donc dans le bear market. Ok? Ce qui est intéressant avec ce graphique, c'est qu'il met également en représentation les phases de halving. Le halving, c'est lorsque les récompenses pour le mineur sont divisées par deux. C'est-à-dire qu'il y a une raréfaction de l'offre du Bitcoin. Et que comme il y a une raréfaction de l'offre du Bitcoin, le prix augmente. En théorie. En tout cas, c'est ce qui s'est toujours passé. Donc on peut voir ici qu'on avait eu un premier halving en fin 2012. Juste après, on a eu notre fameux bull run. 4 ans plus tard, nous avons eu notre deuxième halving en mi-2016. Juste après, on a eu notre bull run. Et le dernier halving qu'on a connu, c'était en 2020, où juste après, on a eu notre bull run. Ok? Donc, ce qu'on se dit,
C'est que, évidemment, si l'avenir dépend à tant soit peu du passé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après le prochain halving, qui aura lieu en début 2024, nous devrions connaître un nouveau à bull run. C'est-à-dire qu'il devrait vraiment atteindre son apogée début 2025, mais qui devrait démarrer mi-2024. Ici. Ok? Maintenant, comment on peut essayer de quantifier ce bull run? Donc on peut voir qu'à chaque fois, nous avons touché les sommets de l'arc-en-ciel, sauf le dernier bull run d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs beaucoup de personnes se sont fait avoir lorsque nous étions ici. Par comparaison avec les autres bull runs, nous nous sommes dit, ok, on redescend, mais c'est pour mieux repartir, un peu comme on avait eu ici, vous voyez. On était ici et hop, petite baisse pour mieux repartir. Et ben non, nous n'étions pas repartis, nous étions directement repartis en bear market. Donc il faut quand même faire attention. Ce graphique n'est pas non plus d'une exactitude à toute épreuve. La preuve, ici, là, il y en a beaucoup qui se sont fait avoir. Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans les grandes lignes, il reste tout à fait cohérent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on serait dans une phase de bear market. Est-ce que c'est un bear market tel que celui-ci? Ou est-ce que c'est un bear market tel que celui-là, avec des petites poussées boules, pour après revenir? Notamment au niveau du halving, où à chaque fois, on est vraiment bas. Alors moi, je pense, on était bien parti pour faire un petit truc, mais non, on a tout de suite avorté. Donc moi, je pense qu'on se rapproche plutôt de cette phase-là. Ok? Et donc, si on se projette dans cette phase-là, ça veut dire que pendant pas mal de temps, on va osciller comme ça, jusqu'au prochain bull market. Et si on reste toujours dans ces mêmes prix, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plutôt que d'essayer de faire des trades, ou quand on est en phase de consolidation, autrement dit de range, alors c'est le chaos dans le marché, ça je vous le dis très souvent, et ça veut dire qu'il y a des market makers qui vont jouer contre nous parce qu'eux aussi doivent faire de l'argent et donc ils vont nous prendre un contre-pied, nous pauvres particuliers. Si ce n'est pas les market makers, c'est les bots, donc de toute façon on est quasiment sûr de perdre. Donc plutôt que d'essayer de les affronter, il faut cumuler, il faut faire du staking, il faut peut-être essayer de jouer avec quelques pre-sales pour essayer de récupérer un petit peu de cash pour réinvestir ça derrière. Voilà, il faut essayer de faire tourner, il faut essayer de faire travailler nos cryptos. Et c'est ça que nous, on va essayer de faire de toute façon pendant l'année avant le prochain bull run. Alors évidemment, si le bull run a lieu plus tôt et qu'on part en tendance, là on rentrera en phase tendance et donc on verra comment on peut essayer de maximiser nos gains. Mais pour le moment, on est en phase de consolidation. Ce que je vous ai rajouté également par rapport aux autres Kaiser News du vendredi, je vous ai rajouté le prix du Bitcoin à une date donnée sur ce graphique, à un niveau donné. Ici, c'est la limite basse arc-en-ciel au 9 juin 2023. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, pile, la limite basse de l'arc-en-ciel, c'est ici. Le prix qui est ici, au 9 juin 2023, est de 16 238 $. La limite basse turquoise, donc c'est-à-dire ici on a du bleu, ici on a du turquoise. La limite basse, c'est ici. Là, c'est 21 539 $ à aujourd'hui. Et la limite basse de l'arc-en-ciel au 31/12/2023, c'est-à-dire ici, c'est 20 015 $. Ce qu'on peut s'apercevoir par le passé, c'est que jamais, jamais depuis la création du Bitcoin, on a dépassé le niveau inférieur de l'arc-en-ciel. Tout comme d'ailleurs le niveau supérieur de l'arc-en-ciel. Okay, donc ça veut dire que jamais on est allé au-dessous. Donc quand on a autant d'historique, il n'est pas déconnant de penser que finalement ceci est quasiment en guise de vérité et que nous n'irons pas plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, à mon sens, il n'est pas possible que le Bitcoin aille en dessous des 16 238 $. Premier point. Et ça, c'est quand même important. Ça nous fait quelque part notre point bas. Donc ça veut dire qu'ici, en novembre, si la théorie est vraie, ça veut dire qu'en novembre, on a effectivement eu notre point bas. Ça, c'est une déduction que je fais moi-même par rapport à la lecture de ce graphique. Okay, alors après, est-ce qu'on peut revenir tout de suite? C'est très rare qu'on a des pics vers le bas. La seule chute brutale que je vois depuis les 5 dernières années, c'est celle-ci là. Et ça, c'était le Covid. Donc, sauf évidemment si on a une grosse et nouvelle épidémie, ou alors un gros catalyseur externe, une guerre mondiale ou quelque chose comme ça, là oui, forcément, on aura une sorte, on pourra avoir un pic vers le bas ou vers le haut, j'en sais rien, mais voilà, là ça va très fortement fluctuer. Si ça doit redescendre, ça le fera progressivement. Voilà. Et donc, plus le temps passe, plus notre niveau minimum montera. Ça, c'est important aussi de le savoir. Le point qui se situe entre la zone turquoise et la zone bleue, ici, là, à aujourd'hui, il est à 21 539 $ exactement. Parce que comme ici, nous sommes en logarithme, vous n'avez pas une lecture directe de la valeur du Bitcoin à un instant T. C'est pour ça que je vous le dis moi et que je vous l'indique ici sur mon écran. Ok? Donc là, on est à 21 000. Donc si jamais on rebondit comme on a fait là, sachez qu'on n'ira pas en dessous des 21 539 $.
Et ensuite, à la fin de l'année, c'est-à-dire le 31 décembre 2023, la valeur du Bitcoin minimum de chez minimum sera de 20 015 $. Ça voudrait dire quoi? Ça voudra dire qu'à la fin de l'année, au 1er janvier 2024, en théorie, le Bitcoin ne pourra plus aller en dessous des 20 000 $. Allez, je continue maintenant avec l'analyse graphique du Bitcoin et de l'Ethereum. Le Bitcoin est en haut, vision hebdomadaire, hein, nous sommes vendredi, n'oubliez pas. L'Ethereum en bas, vision hebdomadaire toujours. Donc ce qu'on peut voir, c'est que nous sommes à la deuxième bougie rouge. Alors effectivement, les puristes vous diront, on a maintenant, il en faut 3. Alors c'est vrai que dans la probabilité, il y en a plus souvent 3 qu'un autre nombre. Mais bon, vous voyez ici, il y en a eu 3. Effectivement, ici, il y en a eu 3. Mais là, il y en a eu une et là, il y en a eu 2. Donc moi, je ne serais pas étonné qu'il n'y en ait que 2. Mais après, ça reste une vision. Alors qu'on forme un plat ou une bougie limite rouge, mais très très fine. Parce que pour moi, il y a quand même le niveau qui est extrêmement important. C'est le 26 780. C'est ce niveau-là. Okay. Quand je me mets en vision hebdomadaire et que je regarde uniquement les clôtures, donc la lagging span, qui est une représentation des clôtures ici, mais avec un décalage de 26 périodes. Donc vous pouvez prendre la lagging span et la coller ici, ça fera vraiment les clôtures. Okay. Eh bien, le seul niveau, à mon sens, qui tient la route, c'est celui-ci. Hein. Parce que si jamais on dépasse ce niveau à la baisse, ça veut dire qu'on a des creux et des sommets descendants. Et donc, si je raisonne encore une fois en vision hebdomadaire et en vision clôture, ça veut dire que le prochain niveau, il est ici. C'est-à-dire 24 350. Si jamais on clôture sous ce niveau-là, en vision hebdo. Et ça me pose un problème. Et uniquement en me basant sur les clôtures. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, il va quand même y avoir une grosse bataille entre les boules et les bears pour rattraper, pour reprendre ce niveau, les 26 780. Si on clôture au-dessus ou dessus, c'est déjà extrêmement bien. C'est-à-dire que ça sera regardé lundi à 1h du matin. Si on clôture dessus ou au-dessus, ça veut dire qu'ici, on va s'arrêter là. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir éventuellement un double bottom au niveau de la lagging span. Double bottom, et effectivement, ça peut repartir à la hausse car c'est une figure qui est très bullish. Donc, on aura ici, tac, premier bottom, paf, deuxième bottom, on repart à la hausse. Ça, c'est tout à fait possible. Si je raisonne par rapport aux clôtures. Mais les clôtures, ça marche très bien. Donc il faut faire attention, il ne faut pas oublier ce raisonnement. Deuxième point, si je ne raisonne pas par rapport aux clôtures, donc, mais par rapport vraiment aux mèches, donc aux mèches des chandelles, hein, qui s'arrêtent ici. Donc c'est vrai que ça peut avoir également une très forte influence sur le cours. Comme on peut le voir ici, on a vu un double bottom, on est reparti. Ici, on a vu un double top avec les mèches là, on est reparti à la baisse. Okay. Donc si je me base sur les mèches, alors effectivement, on a un niveau intermédiaire qui est le niveau ici de ce double bottom, mais qui n'a pas vraiment fonctionné ici, on peut le voir. Donc c'est la raison pour laquelle il n'est plus sur le graphique. Par contre, on a ce niveau de double top qui pour moi, lui, peut tout à fait bien fonctionner. Il a fonctionné une fois ici. Comme je vous avais dit, on va osciller jusqu'à ces prix-là, parce que ça fait un bel overlap. Mais maintenant que mon roi qu'on l'a touché, bah, il faut qu'on puisse repartir, et donc il faut qu'on clôture au-dessus de ce niveau. Ok. Si jamais c'est pas le cas, ça veut dire qu'on peut tout à fait encore descendre, mécher, et là, derrière, c'est soit on repart derrière, après avoir méché plusieurs fois dessus, on repart derrière, à la hausse, ou alors on continue notre baisse jusqu'à ce niveau-là, du coup, jusqu'à que les clôtures tapent ici sur les 24 350, avec une petite mèche éventuellement sur la Kijun Weekly. Ça, c'est tout à fait possible également, mais je pense que c'est moins probable que reprendre ce niveau-là, même si ça ne sera pas facile. Mais attention, on n'a pas beaucoup de temps pour faire ça, parce que derrière, qu'est-ce qu'il va y avoir? La Kijun qui est weekly ici, là, donc ça veut dire que dans 3 semaines, elle sera à ce niveau-là, donc ça va former un plat, donc le plat, c'est assez puissant comme support, donc on peut tout à fait venir mécher, on est rejeté, on remonte derrière, mais après, la Kijun, elle va se mettre à augmenter drastiquement. Je vous rappelle que la Kijun est calculée sur les 26 dernières périodes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Et là, c'est toute une première remontada qui va forcément se transposer ici. Donc ça veut dire que la Kijun, elle, va fortement évoluer à la hausse. Or, la Kijun peut faire office de support. Alors, un peu moins quand elle est en hausse que quand elle fait un plat, mais ça peut être quand même office de support. Donc ça pourra peut-être, effectivement, aider nos cours à monter. Ça, c'est tout à fait une éventualité. Mais attention, parce que la Teikan Weekly, elle est calculée sur les 9 dernières périodes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, on voit bien que la Teikan va baisser. Or, quand la Teikan baisse, ça, c'est toujours compliqué, parce que la Teikan, elle emmène les prix avec elle vers le bas. Quand les prix sont au-dessus, c'est tranquille, on rebondit dessus. Vous avez pu le voir ici, on rebondit. Mais quand on passe sous la Teikan, dès qu'elle baisse, eh ben, les prix baissent. Donc là, on va se retrouver dans un espèce de biseau de compression.
Ça va pas être tip top. Donc l'idéal, ce serait vraiment que ce niveau-là tienne. On donne une petite impulsion, on passe par-dessus la Taycan et du coup on se retrouve avec la Taycan en support et la Keijun en support. Et qui plus est, la lagging spine ici va bientôt arriver avec son nuage mensuel. Donc il est tout à fait probable qu'elle réagisse par rapport à ça. Si elle pouvait réagir légèrement à la hausse, on pourrait passer ce niveau-là et du coup derrière on est tranquille. Bon, ça fait beaucoup de 6, ça fait beaucoup de scénarios possibles, mais je vous donne tous les scénarios que j'ai en tête là en lisant le graphique, ok? Donc pour moi, je dirais qu'il faut absolument qu'on regarde lundi, lorsqu'on aura notre Kaiser News, où en sont les prix. Si on est passé sous ce niveau-là, alors ça voudra dire qu'on pourra tout à fait encore baisser pour atteindre des niveaux inférieurs. Mais pour moi, on reste quand même dans le range des 25 300, 31 237. On reste dans ce range-là si je prends en compte les mèches. Okay, et après, on pourra éventuellement élargir le range si on voit vraiment que ça commence à mécher en dessous aux 24 350. Pour moi, on n'ira pas plus bas parce que même si on avance et qu'on continue à baisser, après la Keijun va se retrouver relevée. Donc ça veut dire qu'on franchirait la Keijun par le bas. Donc là, ça veut dire qu'on reviendrait vers un biais baissier à moyen terme. On sera sous la Keijun weekly, on se dirigera vers le bas du nuage weekly. Ça sera pas terrible. Donc attendons de voir. Pour le moment, franchement, il n'y a pas besoin de paniquer. On reste dans notre plan qui est le range entre ces niveaux-là. Donc forcément, là, on s'approche de la baisse, donc les tensions un petit peu se cristallisent. Mais on a toujours ce niveau-là qui a extrêmement bien tenu. Et là, il y a une grosse bataille sur ce niveau-là. Franchement, moi, j'aimerais beaucoup qu'il soit tenu au niveau des clôtures. Ça serait nickel. Ça nous laisserait derrière une semaine de répit pour essayer de rattraper le coup. Ça serait tip-top. On verra bien. Côté Ethereum maintenant, le niveau des 1796 en lecture directe, là, il a extrêmement bien tenu. Donc vraiment, ça c'est parfait. Vous voyez, on n'est même pas revenu dessus quand je regarde la lagging spine ici. Donc ça c'est nickel. La lagging spine s'approche, attention, du nuage weekly. Donc là, ça va être un peu chahuté. Donc bon, on a encore un peu de temps. 1, 2, 3, 4 semaines. On va commencer à rentrer en contact avec le nuage weekly. Est-ce qu'on passera par-dessus ou alors est-ce qu'on va aller au-dessus? Ça, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le TH est quand même très résilient. On voit maintenant que le staking, on va le voir après avec les catégories, mais que le staking ETH 2.0 marche énormément. En plus, c'est déflationniste, beaucoup de TH sont burnés. Donc forcément, ça supporte les cours un peu artificiellement, mais c'est comme ça. Ça combat l'inflation, donc c'est très bien, c'est déflationniste. Et donc, c'est vrai que le TH, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus résilient. Donc lui, il est toujours dans le milieu de son nuage, il n'a pas franchi de support compliqué, donc il peut continuer comme ça à latéraliser, voire espérer grinder encore un petit peu vers le haut. Pas de problème par rapport à ça, on reste bien orienté si je fais un zoom arrière. D'ailleurs, tout comme le Bitcoin, aujourd'hui, si je fais un zoom arrière, je reste bien orienté. Mais attention, il y a un niveau là qui est crucial, et puis après, il y aura évidemment ce niveau-là sur le Bitcoin, les 24 350, il ne faut pas passer en dessous, ça c'est sûr. Après, ça peut remettre en cause pas mal de choses. Ok pour ces deux-là. Maintenant, rapidement sur le calendrier économique, il y avait le ISM No Manufacturing PMI, ça je vous en ai parlé. Donc il était à 50,3, vidéo de mercredi où je vous ai expliqué quel était cet indicateur et pourquoi il était important. Et maintenant, là, on a le Initial Jobless Claims qui est à 261 000. Donc nous avions 233 000, nous avions prévu 235 000, donc une légère dégradation de l'activité économique des États-Unis qui se reflète par un nombre croissant des personnes qui pointent au chômage. Donc on avait prévu effectivement 2000 de plus que l'actuel. Et au final, on en a eu beaucoup plus, 58 000 de plus. Ça veut dire qu'effectivement, l'économie américaine a connu un léger frein, parce qu'il y a plus de chômeurs. Mais ça, c'est très bien également pour l'inflation, parce que ça fait des personnes qui consomment en moins, et donc il y a moins de tension sur les prix, et donc les prix baissent, et donc l'inflation est contrôlée. C'est ça que ça veut dire également. Toujours le grand écart entre la récession et l'inflation. Vous voyez ? Donc tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que la Fed est en train de scruter ces chiffres-là. Le Jobless Claim, je sais qu'il est extrêmement suivi. Et c'est à partir de ces chiffres-là qu'elle prendra sa décision le 14 juin par rapport au taux directeur. Et si jamais elle décide d'augmenter les taux directeurs, là je peux vous garantir qu'il y aura encore une fois de la fluctuation. Et si elle augmente les taux, ça va être quelque chose qui va être assez négatif. Et là, du coup, on pourrait enfoncer nos supports. Donc il faut faire attention là-dessus. Donc le 14 juin, soyez devant vos graphiques pour regarder comment vont évoluer les cours par rapport à l'annonce de la Fed. Voilà, sinon, toujours pareil, je vous ai expliqué dans la vidéo de mercredi en long, en détail, l'exhaustivité de la petite histoire entre la SEC et Binance et Coinbase. Donc c'est la guerre, l'administration Biden est complètement anti-crypto, ça nous le savions, et du coup c'est la guerre, la SEC maintenant tire tout azimut. Il va y avoir de nombreux rebondissements, mais ça, nous allons évidemment prendre le temps d'en discuter au cours des semaines à venir. Je continue maintenant avec évidemment le top 15 crypto. C'est toujours bien d'avoir le top 15 en visu pour essayer de comprendre, de sentir un petit peu le marché crypto dans sa globalité. Alors ce que je peux vous dire ici, c'est qu'effectivement hier on a eu une journée qui était assez verte. Voilà,
Ça a légèrement augmenté, pas non plus de folie. Le BNB est encore loin, hein. 263 $, il a du mal à remonter la pente, hein. Pour rappel, il était à 340 $, hein. Il a bien perdu, hein. Bon, ça, on sait de quoi ça vient, hein. Effectivement, hein. C'est la SEC, hein, qui attaque Binance, bien évidemment. Côté XRP, 0,53, donc on reste toujours au-dessus des 0,5, ça c'est pas mal. Le Cardano qui n'évolue pas, c'est un des seuls à pas évoluer. Moi j'y crois au Cardano, bizarrement, hein, mais moi j'y crois au Cardano pour le prochain bull run. On verra bien, j'en ai pris un petit peu de Cardano, hein. J'ai fait de l'arbitrage pour du Cardano, parce que je pense qu'ils sont en train de builder et ils rattrapent, je pense, leur retard maintenant qu'ils ont mis en place les contrats intelligents sur leur plateforme, leur retard par rapport à Ethereum ou autre. Pour le moment, je vois pas beaucoup de choses passer par rapport à Cardano, mais il y en a déjà un peu plus qu'avant, donc c'est pour ça que je me suis dit, ça commence à frémir, pourquoi pas. Côté Dogecoin, ça n'évolue pas beaucoup. Solana, il évolue toujours le Solana. Bon, on a eu le liquid staking avec Marinade, hein, ça lui a fait du bien. On a également CoinList avec le fameux projet Néon qui va apporter l'EVM sur Solana. Donc ça, effectivement, sur le papier, c'est quand même pas mal. Polygon qui a pris 3%, j'aime beaucoup, hein, je vous le dis à chaque fois. Moi, je m'en sers maintenant beaucoup de Polygon, hein, c'est vrai que c'est pratique. Le Tron, j'aime bien aussi cette blockchain, rapide, efficace. Le Litecoin, ça, 0%, mais bon, elle avait bien augmenté. Est-ce que c'est parce qu'il y a ce halving qui approche? On ne sait pas vraiment. Le halving, il faut que je sache maintenant. Je vais essayer de vous donner la prochaine fois une date de halving, parce que je pense qu'après le halving du LTC, forcément, il y aura une raréfaction. Et donc, il va peut-être falloir se positionner sur le Litecoin. Le Polkadot, ok, j'ai toujours eu un peu de mal avec cette blockchain, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai que, bon, voilà. Et le Binance USD qui est revenu. Il est ressuscité, les amis, le Binance USD. Il n'a pas voulu partir comme ça. Je pense qu'il n'a pas apprécié la chandelle. Donc, il est revenu. Bon on l'accueille avec plaisir, hein. Mais 4 milliards 865 millions. Ça veut dire qu'Avalanche n'a pas dû aussi bien performer que les autres. Allez, on continue maintenant avec l'analyse de nos fameuses cryptos. Capitalisation 1 à 250, qu'on peut voir sur les 24 dernières heures. Et ça, c'est quand même incroyable. BSX, je vous en avais parlé, c'était quand? Je crois que ça devait être mercredi, hein, ou lundi. BSX a pris 1210%. Avec une augmentation de volume de 1032%, 1 million de volume et 143 $. Alors moi, c'est vrai que je vous en avais parlé mercredi pour vous mettre en garde d'ailleurs, hein, sur cette crypto, parce que il n'y avait, c'était sur la BSC, c'était index, mais il n'y avait ni Twitter, ni Telegram, ni site web. Les liens qu'il y a sur CoinMarketCap et sur CoinGecko renvoient sur des sites un peu bizarres. Je pense que ça reste de la poudre aux yeux. Alors effectivement, il a bien pumpé, parce que je ne suis même pas certain qu'on puisse récupérer ces tokens, hein. Il était sur FUBT, maintenant il n'y en a plus. Et il est aussi sur PackingSwap, mais apparemment il est en warning, il y a des problèmes au niveau du token, donc moi je ne serais pas étonné qu'il y ait une grosse arnaque derrière. Allez, ne perdons pas de temps, passons à la suite. TomoChain, 16% en plus. Ça c'est une blockchain portée sur l'infra qui compte environ 150 masternodes, destinée à améliorer la scalabilité sur Ethereum et comme d'habitude, faible latence, double vérification, les frais sont bas, etc. Ensuite, on a Decred qui lui a pris 3%. Ça, c'est un projet qui est essentiellement basé sur la communauté et le développement durable, ainsi que la gouvernance. Elle utilise le Proof of Stake et le Proof of Work, et c'est la communauté qui décide, et c'est que elle d'ailleurs, des évolutions futures du projet. Mais comme on peut avoir ça maintenant de plus en plus sur les projets crypto. Donc le BSX, je passe. Le Flexcoin qui a pris 49% sur les 48 dernières heures. Donc ça, c'est un AMM qui permet justement à chaque trade de gagner des rewards. Et puis on a Stacks, ça je vous en ai souvent parlé de Stacks qui a pris 9%. Ça permet justement de mettre une couche Layer 2 sur le Bitcoin. Ça c'est pareil, je pense que ça peut avoir un avenir de mettre du Layer 2 sur les Bitcoins. Donc ces tokens-là, il faut les surveiller également. Et du coup, on peut faire maintenant de la DeFi sur le Bitcoin, on peut apporter des NFT sur le Bitcoin, des contrats intelligents sur le Bitcoin, de la gouvernance aussi sur le Bitcoin. Donc ça c'est pas mal aussi Stacks. Pour le reste, sur les 7 derniers jours, on avait le Terra Luna classique, ça on l'a vu toute la semaine, mais ça c'est parce qu'il y a Don Juan qui a été libéré, contre caution, 400 000 $. Mais bon, comme je vous le disais, il ne faut pas s'affoler, parce qu'il y a encore pas mal de procès qui vont arriver, il n'est pas sorti de l'auberge, le pauvre. Enfin, le pauvre ou pas pauvre, parce que finalement, avec son UST, ça a été quand même compliqué pour l'industrie de la crypto. Et donc, voilà, c'est sûrement pour ça en tout cas qu'il a pumpé. Je continue maintenant avec les tokens plutôt orange, capitalisation 251 à 800. StrikeX qui a pris 105%. Alors StrikeX, ça permet aux particuliers de faire du trading sur tout ce qui est actif numérique. Donc ça va être les cryptos, les NFT bien évidemment, mais également les actions, les matières premières et l'immobilier par exemple. Ça veut dire que c'est une plateforme de tokenisation. Et le mot tokenisation va revenir maintenant pas mal de fois, je pense, dans les prochains mois, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en vogue. Pouvoir tokeniser les actifs réels pour pouvoir ensuite les trader,
Ça, je pense que ça a pas mal d'avenir. Ensuite, on a Airfox, 28%. Donc ça, c'est du métaverse, un gaming, NFT, etc. Et le OG Fan Token. Donc ça, c'est du Chiliz. Ça permet d'avoir des fans qui peuvent se rapprocher de leur équipe fétiche. Ici, c'est OG. OG, c'est une équipe d'e-sport. Ensuite, on a sur les 48 dernières heures StrikeX, ça j'en ai parlé. Pocket Network, tiens, lui, il a pris 27%. Alors ça, c'est un protocole décentralisé qui permet l'interconnexion à n'importe quelle blockchain et qui facilite donc les interactions entre la blockchain et les DApps. J'en parle pas mal de Pocket Network, ça plaît bien, 27%, c'est bien. Et ensuite, on a Storj sur les 48 dernières heures qui a pris 15%. Storj, c'est pas mal aussi, ça, c'est du cloud storage. Donc, on utilise la technologie blockchain pour un peu comme le fait les projets d'infrastructure tels que le Flux, par exemple. Et donc, ça propose une sorte de cloud, mais qui n'est pas le cloud traditionnel, c'est plutôt sur blockchain. Donc, on est en concurrence avec tout ce qui est Google, AWS, etc. Et pour des tarifs bien moins chers, parce qu'il parle de moins 90% par rapport à AWS. Donc, toujours intéressant. Donc, StrikeX sur les 7 derniers jours, ça c'est bon. Airfox, j'en ai parlé, notre fameux métaverse. Et on a encore Somnium Space Cubes qui a pris 35%. Ça, c'est la plateforme de réalité virtuelle qui est sur Ethereum d'ailleurs, qui est compatible avec le Quest 2. Je continue maintenant avec les tokens rouges, les petites tokens, celles qui ont une capitalisation de 801 à 2000. Swiftcoin, dans les dernières 24 heures, lui, 28% en plus. Donc ça, j'en ai pas mal parlé, ça permet le swap et le bridge cross-blockchain, un peu comme Jumper ou Squid, pour ceux qui connaissent. Il a pris 28%, c'est vrai qu'il est pas mal fait, Swiftcoin, je pense qu'il peut encore augmenter celui-ci. Ensuite, on a CheckQD Network qui a pris 25%. Donc ça, c'est basé sur Cosmos et c'est axé sur la privacy. Alors c'est pour les entreprises, ça leur permet d'avoir le contrôle de leurs données personnelles et également de monétiser ces données personnelles si jamais elles le souhaitent. Ça prend en compte les normes, la conformité, le RGPD, etc. Ensuite, on a XSwap qui a pris 14%. Donc ça, c'est une plateforme de trading AMM et Launchpad. Et ça permet le trading sur les securities. Donc ça fonctionne avec le principe de la tokenisation des actifs réels. Et donc les securities, ça peut être l'immobilier, les infrastructures, les services publics, etc., les dettes des sociétés privées, les fameuses ressources, pétrole, gaz, minéraux, etc. Donc il y a un KYC qui est demandé, c'est sur Ethereum et Polygon. Et ça me fait penser d'ailleurs que pour l'autre qu'on avait vu, qui était ici, StrikeX, il y a CMC Market qui est un énorme broker qui a investi dedans. Donc c'est la raison du pump, mais qui en tout cas a investi dans leur technologie. Donc ça veut dire que StrikeX, il faut bien garder en vue quand même, parce que c'est quelque chose qui est assez prometteur, celui-ci. Alors je reviens ici, donc après XSwap, il n'est pas au niveau de StrikeX, donc ça fait quand même 2 projets de la tokenisation. Donc à garder quand même dans un coin de la tête. Ensuite, sur les 48 dernières heures, on a RibbitMem, ça je vous en ai déjà parlé, c'est le fameux crapaud hypnotiseur, ok, 138%. Maintenant, on a un nouveau meme coin, les amis, le Jesus Coin. C'est vrai qu'on n'avait toujours pas fait la religion d'ailleurs, donc ça arrive, Jesus, qui va apporter la lumière sur vos investissements, il faut le savoir. Et donc ici, 83% en plus. Alors ça peut être une bonne idée, attention à la religion. Bientôt on aura le Koro Coin, le Buddha Coin. Enfin bref, on les aura tous, bien évidemment. Forcément, la religion est bien implantée sur Terre. Ça peut fonctionner, ça. Et on a le Furukambo, j'en parle très souvent du Furukambo, qui est 1083e, qui lui permet notamment, entre autres, de créer ses propres stratégies DeFi à partir de protocoles DeFi un peu plus complexes comme les AAV et les Curves. Mais uniquement via un drag and drop, c'est ça qui est pas mal. Ensuite, on a le STEPN, c'est le token de notre fameuse application Move to Earn. STEPN qui a eu beaucoup de succès par le passé, un peu moins aujourd'hui, qui consiste à gagner des cryptos en marchant. Et puis on a Marinade qui est toujours là, 97% liquid staking. Liquid staking, ça, il faut les avoir en ligne de mire, ceux-là. Donc ça, c'est du liquid staking sur Solana. Et puis on a Vertcoin qui est là encore, qui n'a pas été détrôné. Vertcoin qui permet de, notamment, c'est un coin qui est extrêmement décentralisé, c'est un peu comme le Bitcoin. Mais c'est ASICS résistant et ça permet donc à n'importe qui de pouvoir le miner sur un petit ordinateur quel qu'il soit. Et c'est justement la force de ce coin réside dans sa décentralisation, qui évite d'avoir toute la puissance de calcul concentrée sur des grosses fermes. Si donc les fermes éclatent, là du coup on est plus vulnérable aux attaques, bien évidemment. Donc Vertcoin répond à cette problématique. Ça fait longtemps qu'il est sur la place, Vertcoin, il est encore là, donc c'est pas mal. Bon, il est 1095e, il est encore petit, mais bon, on sait jamais, il peut y avoir des évolutions qui viennent sur ce coin. En tout cas, là, pour le moment, il y a la lumière qui est sur lui, c'est pas mal. Ensuite, on va passer dans le vif du sujet avec notre fameuse page des tendances. Donc là, c'est pour rappel un nouveau développement qui est sorti vendredi dernier qui nous permet de détecter quelles sont les catégories. Parce que détecter les cryptos, c'est bien les cryptos qui performent, ça c'est nickel. Mais j'avais besoin d'un niveau d'agrégation supérieur. Je ne veux pas m'intéresser moi uniquement qu'aux cryptos. Je m'y intéresse, mais je ne veux pas que ça. Je vais également détecter quels sont les courants qui performent, quelles sont les catégories qui performent. Regrouper les cryptos pour essayer de détecter des tendances. C'est ça que je voulais faire et c'est là-dessus qu'on a fait un développement.
Et donc ça c'est le résultat du développement que je vous ai présenté dans la vidéo de vendredi dernier, que je vous invite à regarder si vous voulez savoir exactement comment fonctionne ce tableau, même si c'est pas compliqué. Donc pour reprendre, donc là on a l'évolution sur les 2 dernières semaines, hein. Je vous le rappelle, évolution J-15. Ok. Et donc toujours en 1, on a les layers 1. Forcément, parce que dans la catégorie layer 1, on a déjà le Bitcoin et l'Ethereum, et un E2, il faut quasiment tout le marché crypto. Donc forcément, capitalisation 826 milliards de dollars. Donc effectivement, c'est tout à fait logique. Ensuite, les smart contracts plateformes. Ça, c'est la catégorie qui regroupe l'Ethereum, la BSC, Avalanche, etc. Bref, Cardano, toutes les blockchains qui acceptent les smart contracts. Ensuite, on a les stablecoins, les Tether, USDC, etc., qui sont troisième. Donc déjà, dans ces 3 premières catégories, pour le prochain bullrun, il va falloir qu'on ait des tokens de chacune de ces catégories, après avoir lesquels choisir. C'est toujours pareil. Et avoir dans quelle proportion. Par exemple, sur les stablecoins, peut-être qu'il faudra avoir une proportion de tokens stablecoin différente avant et après le bullrun. Ensuite, je continue. Ça, c'est les tokens d'exchange. Exchange qui sont à la fois centralisés et décentralisés. Ça regroupe les deux, hein, les 62 milliards de dollars. Attention. Hein. Et donc, juste en dessous, on a justement les exchanges centralisés. Eux, ils représentent 53 milliards de dollars, donc sur les 62 milliards de dollars du dessus. Et ce qu'on peut voir, c'est que ils ont perdu 11,6%. Donc ce sont eux qui sont responsables de la perte de 10,2% des tokens des exchanges dans leur globalité. Pourquoi? Parce que effectivement, les exchanges centralisés sont la cible de la SEC. Et donc, il y a eu des retraits massifs de la part de ces exchanges et leurs tokens ont accusé une baisse assez significative. C'est le cas notamment de Binance avec son fameux BNB. On a baissé de 11,6% alors qu'on a eu une baisse que de 10,2% par rapport aux exchange tokens. C'est justement dû aux DEX, les exchanges décentralisés, qui eux, ils sont ici, là, comme vous pouvez le voir, ont légèrement augmenté de 0,46%. Donc on est en train d'assister à un transfert du poids du corps entre les exchanges centralisés et les exchanges décentralisés. Bon, il y a encore un énorme gap, hein, parce qu'on part d'ici de 9 milliards de dollars versus 53 milliards de dollars. Mais c'est pas non plus très loin, hein. 14e au niveau du classement versus 5e au niveau du classement. Et donc je pense que dans l'avenir, les DEX vont légèrement grignoter du terrain sur les exchanges centralisés. On verra bien. Mais en tout cas, avec tout le remous qu'il y a sur les régulations, c'est tout à fait possible. Quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on possède, nous, également des tokens. Alors, sur les exchanges centralisés, il faut quand même en discuter, parce que est-ce que c'est un bon pari sur l'avenir, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt mettre le poids du corps sur les exchanges décentralisés? Nous verrons ça, évidemment, au fil des Kaiser News. Je continue maintenant avec la DeFi. Alors, on le sait tous, la DeFi, c'est un des piliers fondamentaux de la crypto. Et donc forcément, la DeFi attire énormément de personnes et ça ne m'étonne pas du tout qu'elle soit 6e au niveau de la catégorie. Dans la DeFi, on a énormément de jetons, mais là c'est tout à fait pareil. Il va falloir qu'on puisse sélectionner quelques tokens DeFi pour préparer le prochain bullrun. Ensuite, on a les meme coins. Ils sont quand même 7e les meme coins, hein. Je suis toujours très étonné par rapport à ça. Ça marche très très fort. La spéculation est également un des piliers de la crypto. On ne nous voilons pas la face. Et du coup, eux, ils ont quand même baissé de 6,4%, mais ils sont toujours 7e, mais suivi de près par le Liquid Staking Token. Donc ça, c'est un des piliers fondamentaux justement de la DeFi, c'est de pouvoir faire du Liquid Staking. Et donc dedans, on a évidemment l'ETH 2.0 Staking, plus d'autres tokens, par exemple le Solana, hein, qui fait maintenant du Liquid Staking, et d'autres, hein, le Cardano aussi, etc. Et donc, eux, ils ont augmenté de 9,6%. C'est énorme, il y a de plus en plus d'engouement. Et dedans, le ETH 2.0 Staking a augmenté de 9,2%. Donc, c'est quasiment lui qui, à lui seul, est la cause de l'augmentation des tokens de liquid staking. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit en début de Kaiser News, lors de l'analyse graphique, que l'ETH était quand même très solide, de plus en plus résilient. On a la politique déflationniste d'à côté qui permet de burner des ETH, ça c'est un fait. Mais on a également l'ETH 2.0 Staking qui intéresse de plus en plus de monde et forcément, à chaque fois qu'on a des ETH qui sont stakés, eh bien ça bloque la valeur et donc le cours ne baisse pas, bien évidemment. Ensuite, on a les NFT qui ont déjà perdu une place, hein. Je vous l'avais dit, hein, j'étais étonné qu'ils soient 8e la semaine dernière, là ils sont maintenant 9e. Et ça se comprend, parce que quand le marché est un peu morose, quand on est plutôt en bear market, les NFT, il n'y a pas vraiment beaucoup de spéculation dessus. Il faut attendre qu'on soit au début de bull run pour que ça explose. Donc pour le moment, ça s'endort un petit peu, on est à moins 9,3%. Les jetons de gouvernance, c'est pareil, ça a perdu une place. La gouvernance, c'est quelque chose maintenant qui est extrêmement implanté dans le milieu de la crypto. Maintenant, quasiment tous les projets d'ailleurs proposent des tokens de gouvernance. Ensuite, on a les Layer 2. Ça, je pensais qu'ils allaient être un petit peu au-dessus, mais vous voyez, hein, ils sont vraiment très proches maintenant de la gouvernance, donc ils pourraient peut-être passer par-dessus un peu plus tard. Donc ça, c'est tout ce qui est évidemment Optimism, Polygon, Arbitrum, ZK, etc.
Donc là, c'est pareil, hein, dans toutes ces catégories, il va falloir, en tout cas dans les Layer 2, il va falloir qu'on ait quand même quelques tokens hein, pour le prochain bull run, parce que je pense effectivement que ce sont eux qui vont être énormément utilisés. Les Layer 2, mais pas que forcément sur Ethereum, hein. Layer 2, ça peut être aussi sur le Bitcoin, hein, donc je pense notamment à Stacks. Ensuite, on a le Zero Knowledge Proof. Ça, c'est la preuve de connaissance par divulgation nulle, hein, ce qui consiste à vous prouver quelque chose sans rien vous dire. C'est l'un des algorithmes en cryptographie qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Et donc, il y a pas mal de tokens qui s'en inspirent. On voit Polygon et Mida, mais il y en a d'autres, notamment le ZK-Sync, le fameux Layer 2, là, qui vient de sortir, pour lequel j'ai fait une vidéo qui vous présente les tâches à accomplir pour un éventuel airdrop, mais c'est pas sûr qui est cet airdrop. Ensuite, on a les DEX, ça j'en ai parlé, et on a le gaming aussi qui ferme la marche, qui est 15e, qui a perdu une place, mais qui regroupe quand même 9 milliards 285 millions de capitalisation. Juste derrière les DEX, ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche. Alors on a également d'autres catégories, hein. On a le métaverse, je crois que ça doit être dans les 17e, on a également tout ce qui est intelligence artificielle, ça doit être dans les 29e, etc. Mais là, je vous ai quand même mis les catégories qui ont le mieux fluctué cette semaine. On a évidemment tout ce qui est token de liquid staking, que ce soit la gouvernance, le TH2.0 ou le liquid staking token dans leur globalité. Donc c'est ça qui a vraiment pumpé, c'est vraiment là-dessus qui est le poids du corps en ce moment. On a également l'assurance, hein. Je pense que l'assurance c'est quelque chose qui va beaucoup se développer en crypto. Effectivement, avec tout ce qu'on peut voir, hein, les hacks et tout ça, il est de bon ton d'avoir des tokens d'assurance, à voir lesquels prendre. On a vu quelques projets d'ailleurs dans ces Kaiser News. Après, il faut les sélectionner. Ça va être aussi tout le travail qu'on aura à faire sur cette année. Et puis, on a les Rebase tokens qui, eux aussi, ont pris 0,43%. Les Rebase tokens, ça, c'est des tokens qui sont capables de faire fluctuer leur cours en faisant fluctuer l'offre en circulation. Pour que le cours monte, il va y avoir un burn du token. Et pour que le cours baisse, il va y avoir un mint de ce token. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les catégories. Alors, petit aparté, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, donc ces catégories-là, je trouve que c'est vraiment super. Donc, on a réussi maintenant à avoir les courants, qu'est-ce qui plaît et qu'est-ce qui plaît pas. Et on saura maintenant exactement où mettre le poids du corps pour le prochain bull run. On saura quelles sont les tendances qui plaisent aux gens. Ça, c'est nickel. Et donc, il a été voté là, c'est il y a maintenant 4 jours, un nouveau développement sur le Kaiser News. Et ce développement consistera finalement à apporter la pierre finale à l'édifice du Kaiser News, c'est-à-dire quel est le portefeuille idéal pour le prochain bull run. Voilà. Et donc, on est encore en train de travailler sur l'ergonomie de cette page qui viendra à la suite de celle-ci. Ça sera présenté tous les vendredis. Et donc, il y aura les catégories avec les tokens qui auront été sélectionnés. Alors, on ne va pas tout évidemment sélectionner lors d'un Kaiser News. Ça se fera petit à petit. OK. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir pour dans un an un portefeuille qui soit le plus pertinent possible et qui tiendra compte de l'actualité, des cryptos qui performent, des cryptos à potentiel, etc. Et il faudrait aussi que je réfléchisse à une manière ou une autre de vous faire contribuer aussi à l'élaboration de ce portefeuille. Ça peut être toujours intéressant. Tout ça est encore en phase de réflexion et d'analyse. Mais en tout cas, le développement a été voté, c'est déjà ça. Sinon, pour la suite, là, on a toujours les tokens qui sont les plus recherchés hein, sur CoinGecko à travers le monde. Nous avons donc Opulus en 1, vous savez, ça c'est les fameux MFT, les Music Fungible Token. Lorsqu'un musicien cherche des financements, il peut tout à fait poster des morceaux de sa musique qui peuvent être achetés par des investisseurs. Et si la renommée du musicien augmente, alors la valeur du MFT va également augmenter. C'est un cercle vertueux. Et donc ça, c'est pas mal recherché quand même sur les Kaiser News. En tout cas, il est premier. Ensuite, on a SUI, notre fameuse blockchain. Pour rappel, élaboré par d'anciens ingénieurs de Meta, ça vous le savez, deux particularités, la même pool qui est représentée sous forme de DAG, également un nouveau système de consensus qui permet un parallélisme beaucoup plus rapide, et donc un nombre de transactions important, plus de 100 000 transactions secondes, et puis le Bitcoin est pas mal recherché, notamment avec la SEC et toute l'actualité, forcément les gens veulent se renseigner sur son cours. On a également Velodrome Finance hein, qui a pris 1%, qui est du liquid mining hein, sur Optimism. Ensuite, on a Arbitrum qui est la deuxième crypto la plus recherchée, encore un layer 2. Et là aussi, c'est pareil, hein, ça part sur un layer 2. Et puis, on a Open Corpus qui est toujours dans les tokens les plus recherchés. Peut-être aussi que c'est dû à l'airdrop de Binance, hein, où les personnes maintenant n'ont peut-être pas tout vendu et du coup essaient de trouver une bonne opportunité pour vendre et donc se renseignent à chaque fois sur le cours du token. C'est tout à fait possible. Je termine du coup sur les cryptos à potentiel. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre un commentaire, d'activer la cloche. Bref, faites tout ce que vous pouvez pour essayer de mettre la chaîne en lumière. C'est la première fois que je ne dis pas tout à la fin, donc je pense qu'il y a encore des personnes qui sont là et j'en profite pour vous le dire. Mettez même un petit commentaire, un smiley, etc. C'est très bien, ça montre qu'il y a une interaction avec la communauté et du coup l'algorithme YouTube peut m'identifier et me mettre un peu plus sur le devant de la chaîne
car comme vous le savez, en tant que petite chaîne, c'est toujours délicat d'évoluer. Donc voilà, si vous pouvez m'aider, ça serait très appréciable. Ici, pour rappel, à tous les jours, ce que je fais, c'est que je sauvegarde les 100 cryptos qui performent le plus. Et ensuite, je fais une analyse sur les 45 derniers jours des cryptos qui ont le plus souvent performé. Donc, par exemple, le Calm, là, a performé 11 fois et 5 fois dans un marché baissier. Je mets en avant le marché baissier parce que je considère que c'est beaucoup plus compliqué de performer quand le marché est en baisse que quand le marché est en hausse. Donc toutes ces tokens-là vous ont été maintes fois répétés lors des Kaiser News, je ne vais pas y revenir en détail. On a le Calm, c'est celle qui est revenue le plus souvent, qui est une plateforme DeFi clone de PancakeSwap. On a le Vertcoin aussi, j'en ai parlé dans ce Kaiser News. Tiens, SherrySwap, celui-là c'est un nouveau. C'est un AMM sur la blockchain OKExChain, donc c'est assez rare pour le signaler. Ensuite on a Tmac DAO, ça c'est la fameuse plateforme de basket. T-Food, ça permet d'avoir la traçabilité d'un produit, en fait nourriture je veux dire, depuis la production jusqu'à la mise en étal d'un magasin. Et puis on a le Good Morning Coin qui lui est toujours là. Ici là, c'est notre fameux tableau sur les pre-sales. Alors ça, c'est vraiment notre Kaiser News du lundi où on analyse les pre-sales, on analyse la fluctuation, comment elle se comporte, et après on essaie de déterminer le gain qu'on peut en tirer. Alors évidemment, pour ceux qui vont investir, je sais que AI Dodge, on ne peut plus investir dessus. Par contre, Digitoad et Wall Street Meme, on peut encore investir dessus. Y Predict AI, ça, elle a été éradiquée. Je vous invite à regarder la vidéo de lundi dernier pour comprendre pourquoi nous avons décidé de la supprimer. Je vous ai mis ici donc les petits logos et vous avez les liens en description dans la vidéo de Digitoad et Wall Street Meme. C'est-à-dire que si jamais vous décidez d'investir dans une de ces pre-sales que nous analysons tous les lundis, eh bien en cliquant sur mon lien qui est un lien referral, pour vous ça ne va rien changer, mais pour moi Digitoad et Wall Street Meme me donneront quelques tokens pour la peine. Alors c'est évidemment pas énorme, mais c'est toujours ça de prix, et donc bah voilà, n'hésitez pas à passer par mon lien, ça me fera plaisir. Pour le reste, SmartDex, grosse nouvelle aussi sur SmartDex, en plus d'Arbitrum et de Polygon, ils ont décidé de rendre compatible SmartDex.io avec la BSC. Donc ça c'est quand même super, ça va encore plus étendre les possibilités du produit. Pour le moment je trouve que c'est parfait, ils améliorent leurs interfaces qui vous permet de comparer le gain reçu lorsque l'on fait des swaps avec SmartDex plutôt qu'avec un autre DEX comme Uniswap. Moins d'impermanent loss avec un impermanent gain derrière. Donc ça c'est quand même pas mal fait franchement. Le néon de CoinList, pour rappel, CoinList, il y a deux pre-sales qui sont en vogue. Le néon qui vient tout juste de passer, donc j'ai pu y participer. Ça c'est un projet qui permettra d'apporter la partie EVM sur Solana. Alors je vous ai déjà dit, moi j'ai quelques doutes, déjà que Solana, lorsque on était en bull run, elle n'arrivait pas à tenir la charge, c'était vraiment galère. J'espère que les équipes sont en train de travailler dessus, j'ai pas trop de retours par rapport à ça, mais si en plus il y a toutes les apps EVM qui arrivent dessus, alors là, je ne sais pas trop comment ils vont s'en sortir. Mais bon, ça, je suis un des seuls à penser ça, donc c'est ça qui est bien. Donc au moins, même quand je vais recevoir mes jetons, je vais déjà revendre la moitié dès que je vais les recevoir. Comme ça, déjà, je vais limiter mon risque. Et le reste, je crois qu'il y a une période de lock-up, donc je vais les recevoir petit à petit. Mais bon, on verra bien. Mais logiquement, ça suscite quand même l'engouement, donc je devrais m'y retrouver. Et derrière, on a Arkway aussi qui va arriver plus tard dans le mois. Donc à voir si je vais être sélectionné, c'est pas dit. Je vous rappelle également, bien évidemment, qu'il n'y a pas de sponsoring dans ces vidéos. Ça, c'est très important de le dire. Tous les tokens qui sont ici, je vous les montre parce que moi, avec mes recherches, je pense qu'il y a du potentiel et rien d'autre. Donc, ne cherchez pas, il n'y a pas de sponsoring. Nous sommes vendredi. Je sais que ce week-end, il ne va pas faire beau, en tout cas en région parisienne, mais ça reste un week-end quand même et ça, c'est vraiment appréciable. Et donc, je vous souhaite à tous d'en profiter. Je vous dis donc un lundi pour l'analyse des pre-sales. Bye bye!